Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Mon collègue Jean-Philippe va réunir les questions, puis il va avoir une session de questions par la suite. Et si c'est possible de garder votre micro sur le mode mute, puis au besoin, à la fin, vous pourrez poser vos questions. Donc, sans plus tarder, pour ceux qui ne connaissent pas le CRIBIC, on est le consortium de recherche sur les bioproduits, bioprocédés du Québec. Notre principale mission, bien entendu, c'est de tout ce qui est de soutenir la réalisation de projets innovants dans la filière industrielle de la biotechnologie, qui a quand même plusieurs secteurs qui sont regroupés à cet égard. Donc, l'important pour nous, c'est de faire émerger des projets de recherche avec le milieu scientifique et le milieu industriel. En bref, l'industrie du biosourcé, il y a deux outputs, principalement les applications alimentaires et les applications non alimentaires pour des besoins industriels et humains. L'objectif, c'est de valoriser ou de revaloriser les biorésidus qui peuvent provenir soit de sources végétales, de sources animales, et d'en produire des produits à valeur rajoutée. Le CRIBIC, je me plais à dire qu'on est un entremetteur. On offre différents services aux membres du CRIBIC. Principalement, notre gros programme, c'est bien entendu le financement de projets de recherche et d'innovation en mode collaboratif. Si vous connaissez peut-être moins les autres services, bien entendu, on fait tout ce qui est la promotion, le maillage, le transfert de connaissances par différentes activités que maintenant, comme tout le monde, on tient plus en mode virtuel. Éventuellement, on va revenir à un mode en personne. Et aussi, on fait de la veille et de l'information stratégique. Je l'expliquerai un petit peu plus loin. On a accès à des bases de données ou des documents, des études qui sont à la disposition des gens qui sont membres chez nous. Donc, on vous invite à communiquer avec eux. Donc, principalement, comme je vous expliquais, on a plusieurs programmes de financement. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du programme PSO pour le secteur des bioproduits et des bioprocédés industriels, le secteur agroalimentaire et le secteur de l'environnement. Par contre, à titre d'information, on a aussi d'autres programmes. Celui ici qui est tout ce qui est projet qui touche la réduction de gaz à effet de serre. Et tous ces programmes-là, c'est pour vraiment la filière de la bioéconomie au Québec. Cet appel à projet-là devrait probablement arriver, on devrait s'ouvrir en quelque part cet été, mais au moins vous tenir au courant que ce programme-là existe. Depuis 2019, il y a d'autres programmes qui se sont ajoutés, entre autres collaboration internationale, intelligence artificielle. Il y a eu, en fait, c'est une tendance qu'on observe déjà depuis 2 ans, puis le ministère a mis une grosse emphase là-dessus cette année. Alors, tout ce qui est projet, présentement, on en a des projets en intelligence artificielle qui touchent beaucoup le secteur de l'agriculture et on est à regarder à aussi pousser ça vers faire émerger des projets de recherche en transformation alimentaire. On a aussi des secteurs biotechnologie marine, tout ce qui touche l'aquatique. Projets d'entreprise, on finance des startups, des entreprises qui sont incorporées depuis très récemment. Donc, il y a un volet prêt, entreprises qui sont à mettre en marché un produit. Et le tout dernier, CRIBIC Propulsion, c'est un prêt aussi, financement aux entreprises qui sont en phase de commercialisation. Et ce programme-là s'adresse à des entreprises qui ont passé à travers le processus de financement, qui ont eu un projet financé par le CRIBIC, sont rendus à l'étape de commercialisation, puis souvent c'est là que l'argent manque, alors on a un programme à cet égard-là. La prochaine acétate, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, c'est simplement pour vous donner un résumé de l'acétate précédente avec différents critères, en fait, les montants maximum à qui ça s'adresse. Principalement, comme je vous disais, on va parler du programme PSO aujourd'hui. C'était vraiment à titre d'information et quand vous aurez la présentation, vous pourrez vous y référer. Donc, notre service de promotion à l'innovation, les différentes activités que le CRIBIC organise, bien entendu, des colloques, des ateliers de développement, des missions industrielles. On en a organisé plusieurs en Europe, en Suède, en France, aux États-Unis également. Forum étudiant, qui pour nous est très important.
tout ce qui est la formation de personnel hautement qualifié qui sont indispensables et obligatoires dans les projets de recherche, on leur donne une tribune pour qu'ils puissent se faire valoir dans des thématiques particulières et être présentés au milieu industriel. On a aussi ce qu'on appelle l'étape de concertation, Cribic Connect, qui est quand même très populaire chez nous. Souvent, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va réunir un petit groupe de personnes, 20-25 personnes. Une expertise de recherche est mise à l'avant-plan et on invite des entreprises qu'on pense qui vont être intéressées par cette thématique-là pour justement faire émerger des projets de recherche et développement. Le volet veille et information technologique, le CRIBIC est abonné à des banques de brevets et des banques de marques de commerce. Puis je m'adresse aussi ici surtout aux scientifiques. Si vous avez de la recherche de littérature à faire dans le cadre de vos projets ou pour votre demande de votre dépôt de projet au CRIBIC, communiquez avec nous. On peut vous donner accès à ces bases-là, à ces bases de données-là. Il suffit juste d'être membre du CRIBIC, la plupart des universités le sont. Vous aurez accès à ces banques de données-là pour venir étoffer vos projets. On a aussi des études de marché qui sont mises à vos dispositions. Exemple, l'aspect technologique et commercial de la valorisation des microalgues. Ça, c'est un revue du potentiel du biochar pour nous donner que ces exemples-là. C'est de l'information qui est à votre disposition. Donc, téléphonez-nous, informez-vous, dites-nous ce que vous avez besoin, puis on va aller vérifier si c'est disponible. Le CRIBIC publie aussi 2 à 3 fois par année ce qu'on appelle le biosourcé, qui est un document 8 pages maximum qui donne vraiment, sur des thématiques particulières, qui donne une revue scientifique très brève, mais surtout des informations technico-économiques. De type, on en a fait un, entre autres, sur la fraude alimentaire, on en a fait sur les prébiotiques, définition, marché et les tendances. On en a fait un aussi sur les polyesters biosourcés compostables. Donc, c'est toutes des thématiques qu'on essaie pour garder la communauté informée sur les tendances de l'heure. En quelques chiffres, le CRIBIC, on est 172 membres, dont 80% c'est le milieu industriel. On représente au-delà de 22 000 entreprises tout simplement parce qu'on a des regroupements industriels. Je pense entre autres aux producteurs, productrices acéricoles du Québec, la coop fédérée, Solio. Je pense au consortium de recherche sur la pomme de terre. Tous ces regroupements-là qui représentent des producteurs, bien à ce moment-là, ces gens-là sont tous membres chez nous, puis ils pourraient déposer des projets en étant membres de leur association. Le CRIBIC gère 6, même je dirais 7 programmes, comme je vous ai présenté tantôt. On a déjà 225 projets financés pour une valeur de 148 millions, ce qui est quand même intéressant de voir que les industriels sont au rendez-vous, font des investissements en recherche et en innovation. Depuis le CRIBIC est en opération depuis 2009. On a déjà au-delà de 62 brevets de protection intellectuelle qui ont été élaborés suite au projet qu'on a financé. Il y a eu justement la construction de 4 nouvelles usines, 5 nouvelles entreprises, Fumoir Grizzly, pour ne nommer que ceux-là, Diana Foods également. Puis, on a formé, il y a eu au-delà de 600 étudiants qui ont été formés à travers la participation dans les projets de recherche. Donc, on considère que c'est quand même un beau cas de succès. Donc, sans plus tarder, on va tomber dans le vif du sujet. Attendez-moi un petit instant. Oui, pardon. Oui. Alors, appel à projet 77 et 78 qui sont officiellement ouverts. Secteur agroalimentaire et secteur produits industriels et environnement. Ici, vous pourrez aller juste cliquer sur un des 2 guides qui vous intéresse pour aller le télécharger. L'information détaillée se retrouve dans ces guides-là. C'est sûr que la présentation va rester générale. Je vais répondre à des questions spécifiques, bien entendu, mais le gros de l'information est là. Si jamais vous n'avez pas eu réponse à votre question, ben, je vous invite à nous envoyer un courriel ou à communiquer avec moi et Jean-Philippe. On va être en mesure de vous répondre. Alors, pour le projet, une des notions importantes pour valider le type de financement que vous allez être en mesure d'avoir, c'est de s'assurer du niveau de maturité technologique de départ de votre projet. Le CRIBIC finance des projets de niveau technologique qui se situent entre 1 et 6. 1 et 3 étant vraiment ce qu'on appelle validation de concept au laboratoire. On observe en fait les principes de base.
on a une preuve expérimentale du concept. Donc, à ce moment-là, le niveau de risque est plus élevé. À ce moment-là, le financement public va être un peu plus élevé également. Pour les projets 4 à 6, c'est des projets en fait, il y a déjà un prototype qui est en mode même mise à l'échelle pilote, mais par contre, il y a encore besoin d'un peaufinement en termes de recherche et développement. À ce moment-là, le risque est un peu moins élevé. Il y a risque pareil, mais il est un petit peu moins élevé, pardon. Mais par contre, et à ce moment-là, l'argent public, il va être un petit peu moindre, mais très, très peu, vous allez voir. Afin de vous donner un petit peu d'exemples de projets par type de niveau de maturité technologique, je vous ai mis un lien vers le Digest Bioeconomic Daily qui va vous donner des exemples de projets. Mais on va vous faciliter la tâche pour que vous soyez en mesure justement d'identifier votre niveau de maturité technologique. Donc, dans le formulaire de la lettre d'intention et de la demande détaillée, vous allez, dans la lettre d'intention à la section 4, il y a des questions qu'on va vous poser pour déterminer votre niveau de maturité technologique. Entre autres, on va vous demander d'identifier 4 composantes, 4 contraintes technologiques qui sont critiques pour la réalisation de votre projet. Donc, à ce moment-là, vous pouvez en avoir 2, 3 ou 4, c'est à votre convenance. C'est vraiment la contrainte technologique critique. De là, à travers ça, on va vous poser, est-ce que cette preuve de concept-là au laboratoire a été validée par au moins 2? Donc, tout dépendant de ce que vous répondez, oui ou non, ça va vous indiquer le niveau de maturité technologique. Donc, ici, si vous cochez oui, automatiquement, votre projet tombe au niveau de maturité 1-3. Votre projet, dans sa globalité, peut être un projet qui va se situer plus en termes de mise à l'échelle et de validation et un concept établi. Mais il y a une contrainte qui est critique pour le projet qui, elle, est encore à l'étape laboratoire. À ce moment-là, votre projet est de niveau maturité technologique 1-3. Et la même logique s'applique pour le 4-6. Donc, ça, c'est, je vous dirais, une des questions importantes de bien la réfléchir parce que ça va vous donner accès à un niveau de financement à 40% ou à 20%. Donc, le programme PSO, bon, comme je vous disais, si on tombe dans des projets de niveau maturité technologique 1-3, on exige minimum 2 entreprises. Il peut en avoir 10, il peut en avoir 5, mais on en exige minimum 2. Et 2 entreprises doivent contribuer 20% du projet en dollars. Les entreprises peuvent contribuer en nature à cette étape-ci, mais ça ne compte pas dans le montage financier. Le CRIBIC va financer à la hauteur de 40%, puis on va aller chercher une contribution publique autre, TRSNG, MAPAC, MyTax, etc., pour aller boucler la boucle du financement. Donc, on peut aller chercher un financement maximum de 80% dans le cadre de niveau de maturité technologique 1-3. Quand on tombe au niveau du 4-6, à ce moment-là, on est un petit peu plus près de la commercialisation. Donc, c'est difficile des fois de demander 2 entreprises de travailler ensemble parce que souvent, elles vont aller dans sa chaîne d'approvisionnement, elles ne voudront pas s'attacher avec un client ou avec un fournisseur. Donc, on permet qu'une entreprise soit toute seule, mais il peut en avoir d'autres. À ce moment-là, l'entreprise contribue à une hauteur de 40%, dont la moitié est en nature et l'autre moitié est en espèces. Donc, en dollars, les entreprises vont toujours mettre les mêmes montants. Ce qui va faire la différence, c'est le nature. À ce niveau-ci, il est considéré dans le montage financier. Le CRIBIC, quant à lui, va mettre 20% du montant et les contributions publiques vont boucler le budget là, en allant chercher 40%. À ce moment-là, le maximum qu'on peut aller chercher en dollars publics, c'est 60%. Ici, des compagnies étrangères sont admissibles, mais comme deuxième entreprise. Il doit toujours avoir un partenaire qui a une place d'affaires au Québec, soit une place de recherche ou développement ou une place de production. À ce moment-là, l'entreprise étrangère peut être admissible. Les 2 entreprises ne doivent pas être des entreprises sœurs. Ça doit être des entreprises complètement indépendantes l'une de l'autre. Et ça, c'est très important parce que des fois, on va prendre la filière et la division. Puis à ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de démontrer que les entreprises sont autonomes dans leurs états financiers et que
une ne détient pas l'autre à moins de 50%, ben à ce moment-là, l'éligibilité peut être mise en cause du projet. Alors, un montage financier, bon, exemple, dans un TRL 1.3, dans un programme PSO, les argents publics vont aux universités, aux centres de recherche. Donc, l'allocation des dépenses, c'est 100% l'Institut de recherche qui va le recevoir, puis les contributions industrielles en nature, ben, c'est les entreprises de leur côté qui vont les dépenser. Le financement proprement dit, ben, s'il y a un projet de 500 000, ben, il y a moyen de venir chercher un maximum de 200 000 au CRIBIC, 200 000 qu'on va aller combiner avec d'autres programmes, et il doit avoir 100 000, dont 50 000 chacune des entreprises. S'il y avait 4 entreprises, c'est le 100 000 qui se sépare à 4. Ici, ce qu'on exige, c'est que dans ces projets-là, on parle de collaboratif. Donc, il faut qu'il y ait des retombées chez les deux partenaires. Les entreprises peuvent se répartir, se partager ce montant en espèces-là comme elles le souhaitent. Ça peut être 50-50, ça peut être 60-40. Nous, le maximum qu'on va accepter, c'est qu'une entreprise paye 80% et l'autre 20%. En deçà de ça, on considère que l'entreprise qui va mettre 10 ou 5% est là juste comme parure. Et pour nous, à ce moment-là, ce n'est pas un critère acceptable. Pour ce qui est du TRL 4 à 6, c'est la même logique, sauf que la portion nature qui provient de l'entreprise ben, va rester du côté des industriels, pardon, parce qu'on va parler de ressources humaines, de temps machine, si jamais il y a des consommables qui sont à être transférés au centre de recherche, c'est correct, mais c'est un chiffre indicatif que je vous ai indiqué là. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement l'argent qui est alloué aux chercheurs, parce qu'ici, les frais indirects de recherche sont inclus dans la subvention. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est sur une valeur de projet de 500 000, c'est les dollars qui vont aller à l'Institut de recherche et aux chercheurs. Donc, petite nuance ici. Alors, le type de financement, bon, le CRIBIC va financer à la hauteur de 20%, donc il y a un 100 000 ici de possible, 200 000 du côté des autres programmes et 200 000 du côté industriel, dont la moitié est en nature. Donc, la recherche, le programme PSO, ce qui est important, c'est une recherche collaborative, entreprise, institut de recherche. La subvention maximale au CRIBIC qui est possible de venir chercher, c'est 500 000 par année jusqu'à un maximum d'1,5 million. La durée des projets, c'est 36 mois maximum. Les frais indirects de recherche universitaire sont inclus dans la subvention. Les collèges et les centres de recherche publique n'avaient pas de frais indirects de recherche. Donc, à ce moment-là, la subvention qui est demandée, c'est le plein montant. Les frais indirects de recherche, c'est vraiment une particularité d'université. Et les centres, les instituts qui sont admissibles à notre programme, bien entendu, université, les CCTT, centres de recherche publique, pensez au CRIC, CDBQ, CNRC, c'est des centres qui sont admissibles chez nous, moyennant quelques conditions qui sont spécifiques à leur statut. Le critère, la recherche collaborative, quand on insiste là-dessus, parce qu'il faut que les institutions et les entreprises travaillent en étroite collaboration. Donc, nous, ce qu'on va demander, c'est qu'au minimum, une fois par année, il y ait un comité de suivi avec les industriels, dont nous aussi, on va participer. Et on veut connaître aussi le côté industriel. Quelles ont été les retombées de leur côté? Est-ce que le projet avance selon les objectifs prévus? Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait cette interrelation-là. Je sais que la plupart des chercheurs le font, donc ça, c'est vraiment pas une problématique. Cette recherche collaborative-là permet vraiment de développer des relations gagnant-gagnantes, de justement partager le risque. Moi, je trouve que le mode collaboratif, ça permet à des entreprises d'avoir accès à des projets qui, ce serait impossible qu'elles puissent se payer ça toutes seules. Souvent, c'est des projets de très grandes envergures, puis à ce moment-là, avec les ressources et autant humaines, matérielles et financières qui sont très, très, très limitées,
ça leur permet d'avoir accès à des plus gros projets. Bien entendu que les projets doivent générer des nouvelles technologies, nouveaux procédés, produits ou services, puis un partage équitable des risques, comme j'expliquais tantôt, et des retombées économiques. Ce qu'on entend par retombées économiques, c'est vraiment toute richesse qui sont générées par ce projet-là à la phase commercialisation et mise en œuvre. Donc ça, je vous dirais que c'est un critère extrêmement important. Nous, nos fonds proviennent du ministère Économie et Innovation. Et l'aspect création de richesse pour le Québec est très, très, très important pour eux. Donc, on va demander à documenter cet aspect-là dans le projet. Un autre critère qui est extrêmement important, c'est le critère innovant du projet. Puis, sincèrement, dans la portion évaluation des projets, c'est un critère éliminatoire. Le caractère innovant, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment soit le caractère innovant ou la perspective d'innovation, c'est toujours par rapport à l'état de l'art, dans le contexte, dans la réalité économique du Québec ou du développement technologique, mais au Québec. Si, exemple, le projet que vous déposez, il y a déjà quelque chose qui se fait, bon, je dis n'importe quoi, en Nouvelle-Zélande, mais qu'au Québec, il n'y a absolument rien, ou dans l'environnement de l'entreprise, ça n'existe pas et c'est très innovant, bien, le projet il est recevable quand même. Il faut vraiment que l'approche qui est proposée soit vraiment innovante. C'est ça qu'on va regarder. Donc, du moment que le projet est déposé, les experts évaluateurs vont regarder cet aspect-là en partant. Et si le projet n'est pas jugé innovant, il sera pas évalué. On va revenir auprès des promoteurs pour justement, soit qu'ils nous donnent plus d'explications ou qu'ils redéposent là, avec un projet un petit peu plus étoffé. Donc, le processus de cheminement d'un projet, au départ, il y a un dépôt de lettre d'intention qui, la date de tombée, c'est le 18 mai. Cette étape-là n'est pas obligatoire. On la suggère fortement, par exemple, par contre, ne serait-ce que pour s'assurer que le projet cadre dans les filières, dans les domaines de recherche du CRIBIC et que votre projet est admissible. Comme ça vous évite de compléter le questionnaire, la demande détaillée qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue et de vous faire travailler pour rien. Aussitôt que nous allons recevoir les demandes le 18 mai, 24-48 heures, on analyse les demandes et on vous confirme que votre projet est recevable ou non. On vous transmet les formulaires nécessaires. Si jamais on juge que votre projet n'est pas recevable, on vous dit pas non et on vous laisse pas aller, là. On vous explique pourquoi, on vous invite peut-être à recentrer certains éléments et de nous le redéposer pour qu'on puisse vous envoyer les formulaires de demande détaillée. La demande détaillée est due pour le 21 juin. Donc, quand on va recevoir les demandes détaillées, on va les soumettre, on va les transmettre à notre comité d'analyse technico-économique. C'est des experts indépendants qui sont reconnus dans leur champ d'expertise. Donc, nous, on regarde quels sont les secteurs dans lesquels les projets ont été déposés et on crée un comité d'évaluation. Il y en a un pour les bioproduits industriels et environnement, puis il y en a un pour le secteur agroalimentaire. Ces gens-là vont prendre connaissance des projets et vont soulever des questions qu'on va vous transmettre. Et en vous transmettant ces questions-là, on va vous convier à une rencontre d'1 heure dans laquelle vous allez répondre aux questions des évaluateurs. Donc, vous allez préparer une présentation qui va répondre spécifiquement aux questions des évaluateurs. Ils vont vous en poser probablement d'autres pour venir bonifier ou venir clarifier certains points. Puis, sincèrement, cette étape-là, elle est très importante parce qu'on a vu des projets qui, sur papier, les experts l'auraient refusé. Puis, lors de la présentation, il y a eu des compléments d'informations, des ajouts, des informations plus détaillées qui s'est venu complètement changer la donne, puis à ce moment, et le projet a été recommandé. Donc, une fois que le projet ici, le comité le recommande, on l'envoie pour autorisation au CA du CRIBIC, qui devrait avoir lieu à la fin août. Et si votre projet ici est officiellement accepté, nous, on va vous envoyer une lettre d'octroi conditionnel, comme quoi votre projet
a passé les premières étapes avec succès. Et nous, de là, on envoie tous les projets au ministère pour l'autorisation finale. Malheureusement, je ne suis pas capable de vous donner le délai entre ces deux étapes-là, parce que je me le fais souvent poser, ça va prendre combien de temps? Par expérience, jusqu'à date, bon là, à cause de la pandémie, ça a été un peu plus long, mais en temps normal, là, 3 à 4 mois, là, c'est des délais qu'on a vus et c'est des délais raisonnables. Bien entendu, par la suite, une fois que vous êtes autorisé, une fois que vous avez obtenu la subvention, il y a signature d'une entente, le projet démarre et on fait le suivi du projet et les versements à différentes dates. Il est possible de débuter le projet avant que vous ayez la confirmation de votre subvention. Vous allez devoir gérer un risque. Gérer un risque si votre projet est refusé puis que vous l'avez commencé, bien, il va falloir trouver le financement. Vous pouvez, c'est au moment du dépôt de votre projet, dépôt de la demande détaillée, c'est à partir de là que vous êtes en mesure de commencer le projet. Les activités qui auront été réalisées vont être admissibles dans le projet. Je vous ai mis les liens ici pour aller chercher le formulaire de lettre d'intention et au besoin d'aller chercher l'information pour devenir membre. Parce qu'au moment du dépôt de la demande détaillée, tous les partenaires du projet doivent être membres en règle du CRIBIC, donc doivent avoir payé leur membership. Advenant le cas que le projet, pour X raisons, n'a pas été accepté, on va à ce moment-là rembourser le membership là, pour les industriels là, qui seront devenus membres du CRIBIC. Donc, il n'y a pas de perte à cet égard-là. Restez informés, abonnez-vous à notre infolette, c'est souvent par là qu'on fait l'annonce de nos différents appels à projets. Vous pouvez cliquer ici, ça vous amène à la page d'accueil du CRIBIC, vous descendez en bas de la page, simplement inscrire votre courriel. Ça rentre une fois ou 2 semaines, puis en même temps, vous avez des nouvelles du secteur de la bioéconomie. Notre humble équipe, ici mon collègue Jean-Philippe et moi-même, il y a aussi ma collègue Hélène qui nous donne un coup de main avec la logistique de cet atelier virtuel. Merci Hélène. Alors, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous par courriel, par téléphone. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions beaucoup plus spécifiques. Alors maintenant, sans plus tarder, on va passer à la période de questions, qui j'imagine vous en avez. Puis je vous ai laissé ici nos coordonnées. Dans un premier temps, on est tous en télétravail. Fait que vous pouvez déjà peut-être de nous écrire un courriel dans un premier temps, puis par la suite, on pourra parler de vive voix. Alors, sans plus tarder, je suis prête à répondre à vos questions. Alors, nous avons une première question qui vient juste de rentrer, et c'est la seule pour le moment. Oh, OK. 2 choses là, nous, je suis claire ou personne n'a rien compris? Peut-être que ça va venir dans les prochaines minutes, c'est correct. Donc, je vais commencer avec la première question de Aïda. Pour la lettre d'intention, est-ce que le budget doit être détaillé comme pour une demande détaillée? Non. Non, Aïda, tout à fait. En fait, on vous envoie le même type de grille Excel, mais plus succincte. Puis, le budget n'a pas à être définitif à la lettre d'intention. Le budget va pouvoir bouger jusqu'au dépôt de la demande détaillée. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est un estimé de combien, soit au niveau des subventions ou au niveau des contributions. Et nous, quand on reçoit votre budget, ben, on essaie de l'optimiser parce que des fois, il y a des entreprises qui nous disent, bon, ben moi, j'ai 25 000 à mettre, tout frais inclus, frais de gestion. Fait que là, à ce moment-là, on vous accompagne dans différents scénarios pour s'assurer que vous avez le maximum partout. OK. Donc, pour la lettre d'intention, l'essentiel, c'est le formulaire à remplir pour définir le niveau de maturité technologique. Mais le budget, je dirais qu'on peut faire l'onglet A3 du budget, oui, mais pas nécessairement les autres. OK, parfait. Ben, en fait, il va falloir que tu fasses le A2, qui est de détailler les budgets parce que, en fait, la façon que la grille est faite, il faut que tout soit ouvert. Quand tout est ouvert, c'est que tout fonctionne. Donc, vous devez établir les dépenses de votre projet, puis dans l'autre onglet, les revenus. Donc, les deux onglets doivent s'équilibrer. C'est pour ça que tu n'auras pas le choix de faire le 2, le 3 et le 5, qui est l'aspect contribution nature des entreprises. Donc, rien ne doit cliquer rouge, là. Non, idéalement. Mais si ça clique rouge,
ne paniquez pas. Je vous dirais, appelez-nous, puis on va vous équilibrer ça, parce que j'avoue que notre grille, c'est le fun parce que tout ce calcul automatique, mais elle peut être embêtante de bien la partir. Nous, à ce moment-là, on pourra vous aider à cet égard-là. Merci, super. Alors, j'ai une deuxième question de Isabelle Auclair. En niveau de maturité technologique 1 à 3, comment calculez-vous le 20% s'il est fourni en nature? Ben, en fait, le nature ne compte pas. Il doit obligatoirement avoir 20% en espèces de la part des entreprises. Donc, si c'est juste de nature, ça ne fonctionnera pas, là. Il faut qu'il y ait un investissement en espèces obligatoirement. J'aimerais apporter une suggestion. Vu que là, les questions rentrent au fur et à mesure, j'aimerais ça peut-être que les gens posent directement leurs questions plutôt que moi je fasse l'intermédiaire. Parce que je vois justement que Mme Auclair vient de reposer une question à la suite de ta question. Donc, au lieu de les faire tout en ligne, j'ouvrirai la parole aux gens vu que ça vient au fur et à mesure. Mais on pourrait faire une gestion en fonction de qui a posé les questions en premier. Donc, peut-être finir avec Mme Auclair si vous voulez poser votre précision là, à Christina. Bonjour. Bonjour. Belle initiative de présenter cet appel à projet-là. Ça me donne le goût d'appliquer, mais par contre, comme toute start-up, on a des fonds limités au départ. Et puis, c'est ça fait que, tu sais, puis je suis en niveau de maturité 1 à 3. Puis, je veux me mettre avec un partenaire qui, dépendamment quel appareil a, tu sais, il est peut-être en niveau de maturité 4 à 6, lui. Ça fait autrement dit, comment qu'on calcule, bon, supposons que c'est considéré, selon moi, je suis un niveau 1 à 3. Oui, il est possible de mettre de la nature, mais combien de pourcentage qu'il faut mettre en argent? Puis versus si on est en groupe, comment ça fonctionne? OK. Ben, en fait, si vous êtes deux entreprises, ce que je comprends, vous seriez plus du niveau 1-3 et lui serait plus du niveau 4-6. Bon, donc, dans un premier temps, comme j'expliquais, il faut, dans la lettre d'intention, la section 4, d'établir quel est le niveau de maturité technologique de départ de votre projet. Donc, vous inscrivez les contraintes qui sont critiques pour la réalisation du projet. Donc, de votre côté, vous n'avez peut-être une ou deux. Votre partenaire en a peut-être une que vous décrivez. Puis pour chacune de ces contraintes-là, vous nous dites, y a-t-il une preuve de concept en laboratoire? On est-tu encore à avoir une expérimentation en validation de concept? Si vous cochez oui à une de ceux-là, automatiquement, tout le projet bascule du côté 1-3. Sachant qu'il y a des étapes qui sont à 4-6, mais c'est que ça permet d'établir le niveau de financement que vous êtes capable d'aller chercher. Si vous êtes au niveau 1-3 et même 4-6, il y a toujours un 20% en argent que les entreprises, je dis bien, parce que si vous êtes deux, exemple, un projet de 100 000. Un projet de 100 000, deux entreprises, vous devez mettre 20 000. Vous partagez ça comme vous voulez, 50-50, 60-40, le maximum qu'on peut accepter, c'est qu'une paye 80% du 20%, là, puis l'autre 20%, parce qu'on veut voir des retombées du côté des deux. Donc, c'est 20% industriel au total, c'est pas 20% chacune. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne dans le programme PSE. Puis pour le TRL 4.6, la différence, c'est qu'il y a toujours le 20% en argent que vous mettez, mais la contribution en nature à ce moment-là, elle compte dans le montage financier, ce qui n'est pas le cas dans le 1.3. Vous pouvez en mettre, on souhaite en voir, mais ça n'a pas d'impact. Mais dans le 4.6, les entreprises mettent 40%, dont la moitié en cash, la moitié en nature. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parfait. Oui. Super. Alors, la suite, j'aurais Mme Garcia de l'Université Laval. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'était très utile pour moi. Mais ma question, c'est que, bon, on a starté un projet, OK? Et puis, ces projets-là, on l'a préparé au départ pour faire une demande au CRSNG d'Alliance.
Et dans ce contexte-là, on a un ratio de 1 par 1. Donc, on a un partenaire industriel qui donne 50%, puis les CRSNG donnent plus 50%. Ouais. Donc, pour aller chercher un peu une plus grande subvention là, avec les CRIBIC, donc je comprends comme on a 50% de CRSNG, donc je devrais demander juste comme les restants pour être dans les 80% si c'est dans les niveaux 1 et 3, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, dans votre cas, votre demande au CRSNG, est-ce qu'elle est déjà faite? Non, elle n'est pas. Ah, OK. Non, ben, il y a deux approches qu'on peut faire à ce moment-là. On pourrait, oui, à la lumière des montants que vous avez déjà, c'est de venir faire un levier avec le CRIBIC puis d'aller chercher la portion qui manque pour faire 80% d'argent public. Par contre, étant donné que votre demande n'est pas encore faite, on pourrait peut-être réviser le budget total, CRIBIC, CRSNG industriel, puis aller voir ce qu'on peut chercher. Ce qu'on peut aller chercher comme effet de levier. Fait que si c'est plus avantageux de refaire le budget et d'inclure le CRIBIC tout de suite, ben faisons-le parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir de l'argent de plus pour réaliser un plus gros projet, là. Puis, il y a un élément que j'ai oublié tantôt, c'est que si vous faites parce qu'il y a toujours du financement complémentaire dans notre projet parce que nous, on occupe juste une partie du budget. Exemple, MAPAC, CRSNG, peu importe, là, faites votre demande en même temps que vous la faites au CRIBIC. Parce qu'il y en a qui attendaient d'avoir la réponse d'un programme pour faire la demande à l'autre, puis ça crée des délais beaucoup trop longs pour rien. Donc, déposez-les parallèlement vos demandes de financement. Madame Garcia, on pourra se parler pour voir plus en détail comment maximiser le levier CRIBIC. Je vous remercie parce que c'est un projet c'est un peu plus complexe parce que c'est un projet comme plus grand qui comporte 5 sous-projets dedans avec des thèmes différents. Puis, je pense que c'est pas les mêmes niveaux de maturité pour chaque projet qui est dans la demande. Donc, oui, merci. Donc, je vous remercie. C'est un projet en agroalimentaire ou en bioproduits industriels? Non, en bioproduits. Ah bon, ben à ce moment-là, vous pourrez parler à Jean-Philippe ou si Jean-Philippe, si jamais tu as des éléments, je pourrais embarquer dans la conversation, il n'y a pas de problème. D'accord, on fait ça après la présentation ou? À votre confiance, je pourrais voir avec Jean-Philippe ses disponibilités. D'accord, comme vous voulez. OK, merci. Parfait. Maintenant, j'ai 2 questions de Gauthier Lapa de l'UQAM, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour, c'est bien ça, de l'UQAM. Bon, en fait, vous avez déjà répondu à la deuxième question qui concernait les demandes au CRSNG en même temps que la demande au CRIBIC. Donc, l'idée, c'est de déposer les deux en même temps, parallèlement, on va dire. Et une autre question, c'était par rapport aux co-demandeurs. C'est qu'on est encore à la recherche de partenaires. Industriels? Oui, c'est ça, partenaires privés. Et je me demandais en fait si est-ce que tous les co-demandeurs privés doivent être inscrits dans la lettre ou entre le dépôt de la lettre et le dépôt de la demande finale, on peut ajouter des partenaires. On peut ajouter des partenaires. À l'étape de la lettre d'intention, tout est encore très, très, très possible. Ce qui va juste être important, c'est au moment du dépôt de la demande détaillée, là, vous devrez avoir, au minimum, si c'est un TRL d'un 3, vos 2 partenaires. Mais sincèrement, jusqu'au moment de l'autorisation du CA, il pourra s'ajouter d'autres partenaires, là. L'important, c'est aussitôt qu'on passe à une étape de s'assurer que tout se place de plus en plus pour que quand on demande l'autorisation au CA, parce que c'est à ce moment-là qu'on fige le budget et il peut y avoir des partenaires qui s'ajoutent après ça, mais ça serait dommage parce que leur contribution ne compterait plus dans le montage financier rendu à cette étape-là. Donc, oui, entre la LOI et la demande détaillée, tout est possible. Très bien, merci beaucoup. Plaisir. Parfait. Et on a une main levée de Isabelle Auclair. Oui, bonjour encore. Autrement dit, j'aimerais ça savoir, dans les personnes admissibles, les IRPA, les centres de recherche publics, est-ce que l'INAF en fait partie? Et aussi, j'aimerais ça savoir s'il y a possibilité que vous nous mettiez en contact, peut-être genre avec Diana Food. Oui, la réponse est oui pour votre deuxième étape. Effectivement, l'INAF fait partie de l'Université Laval. Donc, pour nous, c'est considéré comme dans l'univers universitaire.
Les centres de recherche publics, là, c'est vraiment des centres de recherche, là, j'ai en tête le CDBQ ou le CRIC, par exemple, qui, eux, à ce moment-là, il faut qu'ils collaborent avec une université pour être en mesure de bénéficier de notre subvention. Mais oui, on pourra se parler si vous le souhaitez, puis peut-être m'expliquer un petit peu plus ce que vous avez comme projet pour qu'on puisse bien vous aiguiller à ce moment-là. Merci, je vais vous contacter. Au revoir. Ça fait plaisir, merci. Alors, si c'est tout, on n'aurait pas d'autres questions.